Mon écran. C'est parfait, oui. Et le son également. Tout est parfait comme ça, ouais. Bon, ok. Donc, initialement, je devais parler de la chirurgie de la cheville et de l'infection. J'ai choisi volontairement de recentrer le sujet sur infection et prothèse de cheville, puisque c'est mon activité principale et que j'ai fait cette présentation pour un cours avancé européen récemment. Alors, les infections autour des prothèses de cheville font partie dans la classification des complications à haut grade. Et je me suis appuyé sur les données de la littérature et surtout de deux documents. D'abord, la conférence internationale de consensus sur les infections musculo-squelettiques concernant le pied et la cheville, qui a été publiée dans le Foot and Ankle en 2019, et surtout cette revue qu'a fait Mazzotti sur 32 séries qui comportaient 152 prothèses qui rapportait 152 prothèses de cheville infectées. Également sur notre expérience, et je remercie Claire Trifot, infectiologue avec qui nous collaborons. Fabien Ewald, ça fait l'objet de son mémoire de DU cette année. Donc entre 2015 et septembre 2021, sur une série de 235 prothèses de cheville, je fais partie actuellement des deux plus grosses équipes françaises, j'ai pris en charge 9 infections après prothèse de cheville, dont 3 venaient d'autres centres. Dans 5 cas, on a fait un lavage, débridement et on a conservé la prothèse. Et dans 4 autres cas, on a fait un changement en 2 temps. Il y a également le cas particulier qui est les prothèses de cheville qui ont été réalisées sur des patients qui avaient des antécédents d'arthrite septique, 3 fois en un temps et 2 fois en 2 temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette série, qui a aujourd'hui 3 ans de recul, on n'a pas eu de récidive infectieuse et on n'a pas eu à reprendre les prothèses. Les résultats fonctionnels sont plutôt satisfaisants puisque selon le score international de l'AOFAS, on a un score moyen de 78 sur 100, selon le score PROMS européen 17 sur 24 et avec une échelle de douleur de 1,9. Donc on est assez proche de ce qu'on a dans la chirurgie standard des prothèses de cheville. Alors, quelle est l'incidence? Suivant les séries, des infections profondes vont de 1 à 7%. Il faut distinguer les prothèses de première intention, où on est entre 0 à 3%, et les changements prothétiques, où on monte à 5%. Alors, par rapport à la littérature sur les prothèses de hanche ou de genou, il y a des spécificités concernant les prothèses de cheville. C'est souvent une population de patients jeunes qui ont beaucoup d'antécédents chirurgicaux au niveau de la cheville. Et le problème au niveau de la cheville, c'est l'enveloppe cutanée qui est faible et mal vascularisée. Alors, les choix de traitement, alors bien sûr, on peut essayer de conserver la prothèse avec l'option de l'irrigation débridement, euh, réviser la prothèse en un temps ou 2 temps, et là, ça pourrait être suivi soit d'une arthrodèse, soit d'une nouvelle prothèse, soit dans quelques cas de spesseur définitif et même d'amputation. Alors de quoi on parle? Il n'y a rien de spécifique. Les infections aiguës, post-opératoires, les infections chroniques avec un délai et les infections hématogènes. Alors, les spécificités, ce sont pour les germes en cause. On a une très forte proportion de grammes positifs comparé à la hanche ou genou. On est à 91%, peut-être parce qu'on a des patients plus jeunes. Et vous voyez dans cette revue de Mazzotti, le staphylocoque doré en premier, mais également des staphylocoques blancs, des streptocoques et des entérobactères et pseudomonas. Mais dans 10% des cas, c'est des infections polymicrobiennes. Alors, quels sont les facteurs de risque? Ce sont toutes les comorbidités qui entraînent des troubles de cicatrisation. Au niveau de la cheville, un retard de cicatrisation, que ce soit pour une prothèse ou une arthrodèse, entraîne très vite l'infection. Alors, dans ce qu'on retrouve dans les différentes séries, et ce qui est j'ai envie de dire, admis, ce sont
pathologies inflammatoires, en particulier rhumatoïdes, le nombre de chirurgies avant la prothèse, les problèmes vasculaires, les antécédents prothétiques, et puis plus discuté, même si on le retrouve quand même dans beaucoup de séries, le tabagisme, le diabète, les patients qui avaient un score fonctionnel très bas préopératoire et l'obésité. Autre facteur de risque, ce sont les injections qu'on a fait intra-articulaires, les corticostéroïdes, mais il y a également toute la mode des viscosupplémentations et des PRP. J'ai déjà vu des arthrites septiques post-PRP. Donc, il est recommandé dans ce consensus d'attendre au moins 3 mois après les injections intra-articulaires au niveau de la cheville. Le cas particulier des patients qui ont des antécédents d'arthrite septique ou d'ostéoarthrite de la cheville. Alors, il y a la publication de Boer française qui concernait les prothèses de hanche et de genou, et on voit qu'il n'y avait pas de différence entre du 1 temps et du 2 temps, pratiquement au niveau de récidive infectieuse. Au niveau de la cheville, j'ai trouvé une seule publication sur 20 patients. Ils avaient fait du 1 temps sans réinfection. Alors vous voyez un exemple de notre série. C'est un patient de 55 ans qui a eu une fracture du pilon tibial avec des complications cutanées. On a la notion de germe, mais mal documentée. J'ai quand même pris l'option de faire une prothèse de cheville, mais en 2 temps, avec un premier temps de spesseur Palakos-Ginta. On n'a pas retrouvé le germe et c'est assez fréquent. Donc j'ai fait une implantation prothétique et à 2 ans, il a un très bon résultat fonctionnel puisqu'il a un score de 95 sur 100. Donc dans les infections, suite aux prothèses, il faut reconstituer ce qui s'est passé lors de la chirurgie. Est-ce qu'on a eu des problèmes immédiats? Est-ce que la cicatrisation était difficile? Quelles étaient les comorbidités? Et rechercher des causes potentielles hématogènes, en particulier dentaires. La présentation clinique, il n'y a rien de spécifique pour la cheville par rapport à la hanche et le genou, la douleur inflammatoire, la rougeur, les douleurs à la mobilisation articulaire, c'est facile si on a une fistule, mais c'est peu fréquent. Il faut toujours avoir un haut degré de suspicion. Donc, quelles sont les présentations? Les présentations aiguës, la fièvre, l'augmentation de la température cutanée. Si on a des problèmes de désunion, comme je vous l'ai dit, tous les retards de cicatrisation au niveau de la cheville aboutissent souvent à un problème infectieux. Les infections chroniques, la douleur, on n'a pas toujours des signes systémiques, le gonflement articulaire, et puis bien évidemment, si on a une fistule, la cause est entendue, mais il faut y penser dès qu'on a une présentation de décèlement aseptique, systématiquement traquer la cause infectieuse. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la ponction-aspiration? Donc, dans le consensus, elle est indiquée en cas de signe clinique de l'augmentation de la CRP, ou si on a un doute, il est recommandé de la faire bien sûr dans des conditions stériles, avec une voie d'abord antéromédiale et guidée par échographie. Je dois reconnaître que probablement, en ce qui me concerne, on l'a pratiquement jamais fait, et c'est probablement une erreur, mais ce n'est pas très facile au niveau de la cheville. Quels sont les critères diagnostiques? On retient ce qui est dans cette conférence de consensus. Si on a un critère majeur, que vous voyez, la fistule, 2 cultures positives ou 3 des 5 critères mineurs qui sont affichés, si on retrouve le même germe dans 2 cultures intra- ou préopératoires, et si on a des données anatomopathologiques. L'imagerie, elle n'est pas spécifique. De temps en temps, on est amené à faire une échographie ou une IRM. Pour la prothèse de cheville, c'est rare parce qu'on est très gêné par le matériel. Scanner systématique, puisque pour les prothèses de cheville, on recherche également attentivement tout ce qui est liseré et géode dans le suivi des prothèses. Et si l'image est anormale, vous voyez un cas d'ostéolyse massive, alors que le patient n'avait pratiquement aucun signe clinique à 4 mois.
Sur Lyon, on est très friand, je veux dire, on utilise beaucoup la scintigraphie osseuse avec les SPECT-CT et les leucocytes. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. L'examen anatomopathologique, bien sûr, fait systématiquement en cas de révision prothétique avec les signes d'ostéite aiguë ou chronique, et on cède de PCR sur les prélèvements bactériologiques, même si c'est plus discuté au niveau de la cheville dans la conférence de consensus. Le traitement, donc là, il y a un algorithme qui est proposé. Il est quand même très inspiré de ce qui se fait au niveau de la hanche et du genou. Je vais essayer de vous détailler les parties de cet algorithme avec les différentes options thérapeutiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une évolution très importante des pratiques en face d'une infection sur prothèse. Jusqu'aux années 2000, toute infection sur prothèse était systématiquement traitée par une arthrodèse. Et petit à petit, on a testé toutes les autres options et on voit qu'aujourd'hui, on a quand même une majorité de prothèses de cheville qui sont reprises en cas d'infection par un nouvel implant. Alors, en cas d'infection précoce, l'option qui peut être proposée, c'est le lavage débridement, sachant qu'il faut changer le patin mobile, ce qui n'est pas toujours facile, puisque maintenant les prothèses ont des patins fixes. Dans la littérature, dans cette revue, c'est 20% des cas. Seulement la moitié de ces cas ont pu obtenir la guérison infectieuse, et on voit surtout que dans toute cette revue, dès qu'on a une infection sur prothèse, le résultat fonctionnel est très altéré. Si l'infection persiste, on retombe dans les changements, l'ablation de la prothèse. Ensuite, débat 1 temps versus 2 temps. Alors, il faut reconnaître qu'au niveau de la cheville, les indications de changement, de révision en 1 temps sont extrêmement rares. Vous voyez ce qui peut être discuté, si le germe est identifié, si on n'a pas de fistule, si on n'a pas de perte de substance osseuse. Mais le plus souvent, pour les prothèses de cheville, si on a une infection, il faut faire une révision en 2 temps. Et sûrement, si on n'a pas pu identifier le germe, s'il est résistant ou s'il y a des facteurs de risque. Donc, la particularité aussi pour ces révisions en 2 temps, c'est ce qui complique les choses au niveau de la cheville, ce sont les pertes de substance qui vont être difficiles à reconstruire, et je ne parle pas bien sûr de l'enveloppe cutanée où toute reprise est problématique. On peut faire le 2e temps que quand on a eu une résolution clinique, biologique et radiologique avec différents critères, et l'option aujourd'hui qui est le plus souvent choisie, c'est de réimplanter une prothèse. Ça représente 50% des cas dans cette revue de la littérature, avec une guérison de l'infection dans 80% des cas, mais un résultat fonctionnel encore altéré. Donc je vous montre un des exemples. C'est un patient de 72 ans que j'avais opéré avec une arthrose de cheville et soutalienne, pour lequel j'avais fait en 1 temps une arthrodèse soutalienne avec une prothèse, et ces prothèses spécifiques qui vont s'ancrer dans le calcanéum. C'est très bien, mais elles peuvent être très difficiles à enlever. Le patient allait très bien, mais il est revenu très satisfait à 5 mois, mais il me dit « Oh, mais j'ai une petite ulcération, ça doit être ma chaussure ». En fait, ce n'était pas une petite ulcération, c'était un début de fistule, et vous voyez le scanner avec cette ostéolyse massive. Donc, premier temps d'ablation, de curetage de toutes ces lésions d'ostéolyse, avec un ciment, un spesseur en ciment, Ginta Vinco, et on a retrouvé un enterobactère cloaqué. Il a été réimplanté à 6 semaines, sans fenêtre, c'est des chirurgies un peu complexes, des implants de révision, mais à pratiquement aujourd'hui 2 ans de recul, il a un excellent résultat fonctionnel puisqu'il est à 90 sur 100 et des très bonnes amplitudes articulaires. En cas de 2 temps, on peut aussi faire des arthrodèses, c'est 20% dans cette revue récente,
avec une guérison d'infection un peu plus élevée, mais des fusions seulement dans 80% des cas. Donc l'arthrodèse n'est pas une solution aussi simple du fait des pertes de substances. Vous voyez un exemple par un de mes amis à Bruxelles qui a fait une reprise avec une allogreffe mixée à de l'autogreffe et une guérison. Autre option, c'est le spaceur définitif. Il y a un article avec 9 cas. Ça représentait 8% des cas. C'est difficile à gérer parce qu'on peut avoir une luxation du spaceur. Pour ma part, j'ai l'expérience uniquement sur un cas. C'est ce patient de 89 ans qui a eu une infection, on ne savait pas trop, c'était suite à des furoncles. On ne sait pas si c'est d'origine hématogène, 89 ans, ablation de la prothèse, compte tenu de l'âge, ça devient très compliqué du fait de l'état cutané. J'avais prévu plutôt un spaceur définitif, d'autant qu'il avait un problème d'allergie aux antibiotiques, mais il tolérait très mal sur un plan douleur. Et finalement, j'ai fait une réimplantation et je l'ai revu à 91 ans avec un bon résultat. Dernière option, malheureusement, et ce n'est pas exceptionnel sur les prothèses de cheville du fait des problèmes d'enveloppe cutanée, c'est l'amputation, 6 cas, 6% dans cette revue de la littérature. Et ça, c'est un exemple qui n'est pas dans notre série puisqu'il est plus récent, c'est ce que j'ai qualifié du cas numéro 10, opéré avec une prothèse dans un autre centre qui avait une faillite mécanique. Et le patient est venu plus de 4 mois après, la prothèse qui était très largement exposée. Il a eu plusieurs temps chirurgicaux, d'ablation, de spaceur, de nouveaux curetages, d'avis de plasticiens, et plusieurs fois, on a été très proche de l'amputation. Et finalement, au bout de 8 mois de traitement, j'ai pu lui faire une arthrodèse avec une greffe massive par voie postérieure pour éviter les problèmes cutanés antérieurs. Les infections hématogènes, si les symptômes sont moins de 4 semaines, on peut discuter de faire des lavages, mais en cas d'échec, il faudra enlever la prothèse. Voilà un exemple, c'est un patient de 81 ans qui avait un excellent résultat à 1 an, et il est revenu 4 mois après, il avait eu des soins dentaires avec un gonflement, de la fièvre, une rougeur. Donc, compte tenu de l'âge, on a tenté donc un lavage, débridement et puis changement du patin mobile. On a retrouvé un streptocoque d'origine dentaire, mais compte tenu du fait qu'il y avait un certain délai entre les soins et la prise en charge, il est sous antibiothérapie suppressive avec de l'amoxicilline. Je l'ai revu, il a un assez bon résultat à 5 ans, il n'y a pas eu de récidive. Si les symptômes datent de plus de 4 semaines, il est recommandé de faire un changement de temps. Alors, qu'en est-il des antibiothérapies suppressives pour les prothèses de cheville? Finalement, dans ce consensus, ce n'est pas tellement recommandé, mais il reconnaissait que ça pouvait avoir un intérêt dans certaines circonstances. Alors, vous voyez pour nous un exemple d'un patient qui avait une hémophilie sévère. Il avait une prothèse des deux côtés avec des arthrodèses. On avait dû armer ses malléoles et il a eu des complications, surtout de saignement lors du deuxième temps, qui ont conduit à des problèmes de cicatrisation avec ce qu'on a considéré comme une infection des tissus mous, prise en charge bien sûr par les infectiologues. Il y avait un polymicrobisme. On a cru qu'il était sorti d'affaire puisqu'il était cicatrisé à 4 mois, mais il est revenu à 1 an avec une fistule, avec ses lésions d'ostéolyse au niveau de la prothèse, mais qui étaient quand même très bien ancrées. Ça aurait été extrêmement problématique d'enlever la pièce talienne. Donc on a fait le choix d'un lavage, changement du polyéthylène, de curetage de toutes les lésions, cimentage des lésions d'ostéolyse. On avait retrouvé un entérobactère cloaqué. Il est maintenant sous antibiothérapie suppressive avec du Bactrim, et à 2 ans, il a un résultat que lui qualifie d'exceptionnel puisqu'il n'a aucune douleur des deux côtés, mais on ne peut pas affirmer qu'il est définitivement tiré d'affaire. Donc pour conclure, en prévention,
pour la chirurgie de la cheville, et ce n'est pas spécifique aux prothèses de cheville, pour toute chirurgie de la cheville et du pied, moi j'impose à tous les patients un arrêt absolu du tabac que je contrôle. Si c'est des diabétiques, un contrôle de la glycémie, prendre en charge les problèmes d'obésité, là c'est plus compliqué. L'antibioprophylaxie, rien de spécifique. En péropératoire, ce qui est difficile quand il y a eu beaucoup de chirurgie préalable, c'est la planification de la stratégie vis-à-vis des incisions. Et puis en post-opératoire, il est admis quand même qu'il faut continuer à drainer les prothèses de cheville. Et par rapport aux hanches, aux genoux, les patients continuent d'être immobilisés. C'est une immobilisation plus relative avec une rééducation, mais pendant un mois, il y a une protection pour éviter les troubles de cicatrisation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que je suis resté à peu près dans le timing.